Salut les sorciers, ça va? Si tu viens d'arriver ici au Chaudron Baveur, alors ne sois pas un moldu. Abonne-toi, active les notifications pour ne rien rater de tout ce qui se passe ici. Et n'oublie pas que tu peux devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès à des avantages exclusifs. Des badges s'afficheront à côté de ton nom et des emojis seront disponibles dans les commentaires. Dumbledore, en tant que cible, paraît tout savoir, il semble connaître tout ce qui se passe. Par exemple, savoir que Voldemort a tué les Potter, que Harry a survécu et aussitôt organisé son départ. Ou comment il est arrivé à l'audience du ministère de la Magie 3 heures plus tôt, par accident, quand ils ont changé l'heure et le lieu de l'audience de Harry, là, dans l'ordre du Phénix. Le fait est qu'il existe de nombreux moyens de communication dans le monde des sorciers, et nous les voyons tout au long de l'histoire. Il y a des hiboux qui transportent des lettres, des miroirs à double sens, le réseau de poudre de cheminette, des patronus, des livres avec des photos, des tatouages de crâne sur le bras des mange-morts, sans compter les portraits qui peuvent entrer et sortir de leur cadre, apportant et rapportant des informations. Certaines de ces méthodes semblent être très efficaces, mais d'autres peuvent être facilement interceptées. Alors Dumbledore aurait-il une méthode secrète de communication que personne ne connaissait ? Ce serait la clé du secret de Dumbledore pour savoir tant de choses. Eh bien, il existe une théorie à ce sujet qui est très ancienne, mais qui a récemment refait surface sur Internet. Peut-être que les fans qui ont suivi la sortie des livres et qui fréquentaient les sites de fans à l'époque, vers les années 2005-2006, s'en souviennent. J'ai reçu cette publication sur Instagram de la part de plusieurs personnes concernant cette théorie sur Dumbledore, selon laquelle il utiliserait les cartes des Choco-Grenouilles comme un réseau de communication. Voyons d'abord ce que dit cette théorie. En gros, elle soutient que les cartes des Choco-Grenouilles sont un excellent moyen pour Dumbledore. Il pourrait espionner et savoir ce qui se passe grâce aux nombreuses cartes à son effigie dans le monde, passant de l'une à l'autre pour tout apprendre. Et la théorie renforce cette possibilité en utilisant les propos de Bill lorsqu'il dit que Dumbledore ne se souciait pas de perdre ses grands titres, mais qu'il tenait vraiment à perdre sa carte. Du Choco-Grenouille, qu'il soit retiré des cartes. Lorsque Harry ouvre un Choco-Grenouille pour la première fois de sa vie, c'est la carte de Dumbledore qu'il obtient et elle disparaît aussitôt. Et lorsque Harry s'en étonne, Ron répond qu'il ne pouvait pas rester là toute la journée. Et la question est, où est allé le Dumbledore de la carte? Serait-il allé dans son portrait à Poudlard pour dire que tout allait bien, que Harry était monté à bord et que tout était en ordre? Est-ce que les cartes pourraient fonctionner de cette manière? La théorie utilise essentiellement le fonctionnement des portraits appliqués aux cartes. Cependant, les cartes des Choco-Grenouilles montrent des photos des sorciers, pas des peintures. Et peut-être que tu te demandes quelle est la différence entre les portraits et les photos. En pratique, c'est presque pareil, mais dans le monde des sorciers et le réel, il y a une différence, non? Une peinture est faite à la main, une photo est développée, mais enfin, au-delà de cette différence, leur fonctionnement magique est aussi différent. Harry ouvrit la Choco-Grenouille et tira. La vignette montrait le visage d'un homme aux lunettes en demi-lune, long nez tordu, cheveux argentés flottants, avec barbe et moustache. Sous le portrait figurait le nom Albus Dumbledore. Je sais que je viens de dire que ce n'est pas un portrait, mais c'est parce que ce passage vient de la version portugaise du livre, qui a été traduite par portrait, alors que dans la version originale, il est écrit picture. Et quand ils parlent de portrait dans Harry Potter, ils utilisent le terme portrait, pas picture, donc ici il s'agit bien d'une photo. Et quelle est cette différence? Eh bien, en gros, les portraits sont peints par quelqu'un et animés par un sortilège. Ainsi, le portrait porte un peu de la personnalité de la personne représentée, y compris les portraits des directeurs de Poudlard. Ils vivent avec les directeurs eux-mêmes et sont instruits par le directeur en personne, la vraie personne, afin qu'ils puissent transmettre des enseignements et donner des conseils aux futurs directeurs. De plus, les portraits peuvent sortir de leur cadre et aller dans d'autres portraits, mais seulement dans les portraits où ils ont été peints. Ils ne peuvent pas aller dans des cadres qui ne sont pas les leurs. Alors que les photos sorcières bougent, lorsqu'elles sont révélées avec une potion appropriée, elles prennent vie. Mais tout cela reste très limité. Les photos ne parlent pas. Elles ne peuvent pas sortir du cadre, aller dans un autre cadre, elles peuvent même se cacher à l'intérieur du cadre. Mais elles ne peuvent pas en sortir. Donc, il y a certaines limitations. Pour les photos, Harry examina, confus,
la photo que Colin agitait sous son nez, une photo en noir et blanc. Un Lockhart en mouvement tirait fortement un bras que Harry reconnaissait comme étant le sien. Il fut satisfait de voir que son double photographique résistait courageusement et refusait de se laisser entraîner dans la photo. Pendant que Harry observait, Lockhart abandonna et s'effondra, haletant contre la bordure blanche de la photo. Alors, avec cet extrait de la Chambre des Secrets, on peut voir en pratique la limitation de la photo. Le moi photographique de Harry n'est pas une chose consciente. Il n'a pas conscience de ce que fait son moi photographique. Son moi photographique se comporte comme il se sentait à ce moment-là. Harry ne voulait pas prendre cette photo, il était mal à l'aise, donc cela finit par imprimer la personnalité de son moi photographique, essayant de se cacher, essayant de s'éloigner. C'est la même chose quand on regarde la photo des Weasley en Égypte, ils sont super heureux, parce qu'ils étaient vraiment heureux à ce moment-là. Mais si la carte de la grenouille en chocolat a une photo et pas un portrait, comment le sorcier peut-il en sortir? Ces cartes agissent-elles comme des portraits, même si c'est une photo? Existe-t-il un sortilège spécifique? Et alors, cela expliquerait le fait que Dumbledore sache autant de choses, qu'il soit au courant de tout ce qui se passe aussi rapidement. D'ailleurs, moi, la chaîne Super Carlinhos Brothers a fait une vidéo sur cette théorie et ils ont souligné certains points que je vais également aborder ici. Et ensuite, expliquer un peu comment cette théorie a été perçue à l'époque et comment elle s'est développée. Chez Super Carlinhos Brothers, ils ont dit que c'était génial, car cela irait parfaitement à Dumbledore, puisqu'il a toujours utilisé des noms de bonbons comme mots de passe, comme gouttes de citron, acidulé, croustillant, bonbons, et aussi les délices gazeuses. Dumbledore a toujours eu ce type de mot de passe, dès le début. Dans le premier livre, il donne un sugared lemon, non? Des gouttes de citron pour Minerva McGonagall, traduite par glace au citron dans le livre portugais, alors que ce n'en est pas une. Ce serait génial parce que ce serait un contrepoint avec Voldemort lui-même, qui choisit comme mot de passe quelque chose de totalement prévisible, n'est-ce pas? S'agissant de Voldemort, Dumbledore lui-même arrive dans la grotte et dit « Il faut un paiement. Du sang, c'est très évident, très typique de Voldemort. » Mais les mots de passe de Dumbledore, qui est un sorcier extrêmement puissant, considéré comme le plus puissant de son temps, ses ennemis n'imagineraient jamais que ces mots de passe soient des noms de bonbons. Surtout Voldemort, qui méprise tout ce qu'il juge faible. Ce serait donc génial que Dumbledore utilise ce genre de détails, non? C'est ce que les Super Carlinhos Brothers ont évoqué en discutant de la théorie. Ils ont aussi noté que c'est très proche du système des animaux fantastiques avec Flamel, utilisant le livre que Dumbledore possède. Ils communiquent aussi via des photos. Par exemple, Flamel parle avec Eulalie Rix ou à travers un livre de photos, comme un agenda. Avec ces photos de sorciers, ils communiquent en sortant, puis revenant dans le cadre. Ce ne sont pas des portraits, mais des photos ordinaires, une méthode ingénieuse pour échanger, bien sûr. C'est une théorie très intéressante, mais il y a quelques points. Il n'y a pas que Dumbledore sur la carte des Choco-Grenouilles, plusieurs autres sorciers y sont aussi. Et s'ils voulaient aussi utiliser ça? Et dans la vidéo des Super Carlinhos Brothers, ils ont souligné que, dans le premier livre, certaines cartes sont mentionnées, n'est-ce pas? On compte Morgane, Le Fay, Angus de Woodcroft, Albrecht, Grunion, Circé, Paracels, Cléogène, Merlin, Cornelius, Agrippa et Dumbledore. Parmi eux, seul Dumbledore était vivant alors, et ces cartes sont les seules mentionnées dans le livre. Après cela, les jeux sont arrivés, et là, des centaines de cartes ont été créées par J.K. Rowling elle-même. Elles sont canoniques. Oui, la théorie a fini par ignorer cela, non? Mais cette idée des Choco-Grenouilles comme réseau d'espionnage, elle n'est pas nouvelle. Elle a déjà presque 20 ans. Avant la sortie du dernier livre, on parlait beaucoup de cette possibilité. Sauf que cette théorie a un peu perdu de sa force après la sortie des reliques de la mort. Là où on voit Kingsley Shacklebolt utiliser le Patronus comme moyen de communication. Et cette théorie était tellement forte à l'époque qu'elle est même arrivée jusqu'à J.K. Rowling, et elle a dit sur son site la chose suivante. C'est une idée tellement bonne que j'ai hésité à la rejeter. Cependant, une carte de Choco-Grenouille ou tout autre objet qu'il faudrait se rappeler et porter sur soi serait toujours vulnérable à la perte, à la destruction ou à la tricherie. L'ordre communique d'une manière qui ne nécessite qu'une baguette magique. Vous avez vu la méthode de communication de l'ordre avant même de connaître l'existence de l'ordre. Et elle a été utilisée par un membre de l'ordre du Phénix. Ici, elle fait référence au fait que Dumbledore a utilisé le Patronus comme moyen de communication dans la Coupe de Feu. Donc, c'est vraiment une très bonne théorie, mais qui a été réfutée. Et j'ai quelques points que j'aimerais ajouter pour montrer que cette théorie est très bonne, mais qu'il y a des éléments qui la contredisent. Très bien. Les portraits et les photos fonctionnent différemment, mais certaines photos agissent comme des portraits,
comme dans Les Crimes de Grindelwald. Non, dans le film où ils prennent le livre, ils communiquent, d'accord? Mais le fait que Dumbledore se soucie de perdre les images ne fait pas sens si c'est juste parce que c'est un réseau d'espionnage. Parce que s'il était retiré des images, si on arrêtait de faire des images avec Dumbledore dessus, d'accord, ils arrêteraient d'en faire. Mais celles qui existent déjà continueraient d'exister. Elles resteraient dans les maisons. Donc je crois que le charme des images est différent de celui des photos et des portraits. Ce n'est pas une photo aussi limitée que celle prise là-bas, développée avec une potion spécifique, et ce n'est pas non plus comme un portrait animé par un sortilège. C'est un enchantement précis sur l'image qui permet aux sorciers d'en sortir et de passer d'une image à l'autre, sans parler ni communiquer. Au final, Albus Dumbledore sait des choses, comme lorsqu'il arrive au ministère de la magie. J'ai même vu une théorie disant qu'il a utilisé un retourneur de temps pour arriver avant. C'est comme ça, c'est très simple, vraiment très simple. Il savait ce qui se passait, il voyait que le ministère essayait d'expulser Harry. D'ailleurs, c'est lui qui a fait en sorte que Harry ait cette audience. Le ministère de la magie expulse Harry quand il utilise le Patronus. Il reçoit une lettre disant qu'il a été expulsé, puis une autre lettre de Monsieur Weasley disant à Harry de ne rien faire, qu'il n'a pas été expulsé, que Dumbledore était en train de régler la situation, et alors Dumbledore se rend immédiatement au ministère. Et il rappelle à Fudgy qu'aucun élève ne peut être expulsé sans une audience formelle. Tu comprends? Alors il obtient une audience pour Harry, en suivant la loi et tout, donc il savait que ces choses pouvaient arriver. Le ministère était tellement pressé de faire taire Harry qu'il comprend que ils peuvent tricher, ils peuvent changer l'audience, ils peuvent changer l'heure, ils peuvent changer le lieu. Donc il arrive plus tôt, justement pour ça. Donc ça donne l'impression que, waouh, Dumbledore, c'est tout, non? Il a normalement un coup d'avance parce qu'il déduit très bien les gens, il arrive à les décrypter, il est très analytique. C'est pour ça que ce n'est ni un tour, ni un moyen de communication secret. Bref. C'est une très bonne théorie, je l'aime beaucoup. Je pense que si elle était intégrée à l'histoire d'une certaine manière, si cela était travaillé, peaufiné, elle pourrait parfaitement fonctionner dans l'intrigue. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est qu'une théorie. Tu avais déjà entendu parler de cette théorie, tu t'en souviens, à l'époque, vers 2005-2006 ? J'ai une amie Béa qui va sûrement s'en souvenir. Elle est là depuis toujours. Elle se rappellera sûrement de cette théorie. Gros bisous Béa. Que penses-tu de cette théorie ? Tu la trouves sympa, efficace? Ce serait cool qu'elle fasse partie de l'histoire. Commente. Ici en bas, on se retrouve dans un prochain épisode du Chaudron Percé. Et d'ici là, méfait accompli.